IRL à quoi tu joues, épisode 2, organisation d'événements e-sport. Salut Jay, comment ça va? Salut Guillaume, ça va toi? Oui, oui, super. Quoi de Je faisais neuf? semblant d'écouter la musique, je l'entends pas. Au moins tu sais comment Ah, ça sonne un peu, hein? ouais, ouais, ouais. Ah, ça va, écoute, notre deuxième épisode, on est déjà rendu là, ça va vite, hein? Oui, oui. Puis écoute, j'ai été vraiment Euh, surpris de voir là, qu'on a déjà pas mal d'abonnés sur YouTube. C'est vraiment hey, encourageant. Puis, écoute, en parlant de ça, j'ai été voir les téléchargements, puis on en a de la Belgique, on en a de Frankfurt. Écoute, pour ceux qui nous écoutent, on est vraiment content que vous soyez avec nous, puis merci encore de nous aider à propulser notre podcast. On s'attendait pas à reach out quand même à beaucoup de gens, puis on s'est rendu déjà international. Donc, merci beaucoup d'être là. Très apprécié, puis on espère que vous allez aimer le contenu qui va suivre. ouais, merci beaucoup. Euh, Puis c'est ça quoi de neuf dans ta semaine, toi? Ben, écoute, euh, ben, tu le sais un peu qu'est-ce qui s'est passé parce que toi et moi on était ensemble en fin de semaine passée, là. Écoute, avec les mesures de déconfinement, tu sais, les places sont réouvertes, puis toi puis moi on est comme allé au casino de Montréal, donc ouais, on a eu bien du fun, des belles aventures. Je sais pas si j'ai le temps de raconter un peu ce qui s'est passé, mais en gros, je suis rentré là comme n'importe quel gambler, puis tu sais, c'était la première fois au casino, ma première expérience. Fait que je m'étais mis un budget, puis là, je m'en allais tout perdre avant la fin de la journée. Puis dans les 10 dernières minutes, je me suis refait au complet, puis on est sorti de là toute la gang. Plus riche qu'on l'était, mais c'était pas. Je pense pas que ça va être répétable. Donc, on va dire que c'était un one-off, mais c'était quand même cool de voir que les mesures de déconfinement, ça progresse, puis ça touche un peu aussi à nous là, sur un point plus organisationnel. Tu sais, avec SSBS, forcément, on est limité en ce moment au nombre de joueurs qu'on peut avoir dans nos tournois. Mais je pense qu'on s'enligne vers de quoi? Oui, oui. Ah, mais comme tu dis, là, tu sais, ça paraît qu'il y a du déconfinement. Au casino, bon, il y a encore une limite de nombre de personnes. Il faut encore porter Ouais. le masque, mais tu sais, je veux dire, ça a été fermé pendant presque un an, là. Mm. Fait que c'est le genre d'endroit où le monde sont assez collés. Moi, la semaine passée, j'étais allé voir un show là, de musique rock C'est des vrai? années 30-50 à East Angus. Ah oui, Euh, oui. Puis écoute, il y avait peut-être 200 personnes, puis moi Wow. puis ma blonde, on danse, là, le Rockabilly Jive, fait que c'était vraiment le fun. Il y avait, c'est ça, à peu près 200 personnes, puis il y avait aucun... il y avait rien qui disait là, qu'on était en pandémie, là. Les gens étaient relativement proches, il n'y avait pas de masque. C'était à l'extérieur, là, donc c'est quelque chose qui se faisait bien. Mais en tout cas, ça a été le fun, puis ça fait du bien là, de sentir que c'est pas mal fini. Ouais, ouais. Puis toi, tu viens d'avoir ta deuxième dose en plus, là. Ouais, Tu te sens comment? pas pire, là. En ce moment, je me sens assez bien, là, mais j'ai vraiment mal dormi. J'ai fait de la fièvre toute la nuit, j'ai gelé. Je me suis réveillé ce matin, je suis là tout croche, là. Ça s'est replacé vers le début de l'après-midi, mais ouais, j'ai eu des pas pires symptômes, là. Des choses qui sont prévues, là, mais puis on me l'avait dit que Ça va être plus c'était intense. ouais, plus intense, puis c'était assez fréquent là, que les gens avaient ce genre de symptômes-là sur la deuxième dose, mais Ah, j'ai assez hâte d'avoir la mienne. en tout cas, ça donne espoir que ça achève, là, fait que Ouais, je suis content de l'avoir ouais. eu. Fait que Good. aujourd'hui, Hey, Jay, on va parler ouais, d'organisation d'événements e-sport. ouais, on va en parler. Puis on a un invité justement qui, on présentera tantôt, mais qui lui aussi s'occupe un peu d'organisation d'événements dans la ville de Québec. Donc peut-être que des gens le connaissent, des gens ne le connaissent pas, mais on va vous le faire découvrir. Ouais, parfait. Puis écoute, c'est un sujet qu'on connaît assez bien tous les deux. Toi, t'en fais depuis plus longtemps que moi. Je me suis joint à toi là, pour l'organisation des événements, puis euh, la gestion de la communauté plus high level aussi. Là. Moi, ça fait quoi, 3 ans peut-être, mais toi, tu fais ça depuis 5-6 ans à peu près? Ben écoute, c'est ça. Donc j'ai organisé ça les tournois pendant longtemps, les tournois de Super Smash Bros. Pour ceux qui ont peut-être pas écouté le premier épisode. J'organise des tournois sur une base régulière. Puis, tu sais, forcément, à faire ça tout seul, à bout de bras, on s'essouffle. Donc, après 2 ans et demi, peut-être, je commençais à être épuisé. Puis là, tu sais, moi puis Guillaume, on commençait à être pas mal chumés. Puis là, on parlait. Puis, tu sais, si ça n'avait pas été de Guillaume, en fait, je pense que ce tournoi-là aurait peut-être été cancellé ou ce serait quelqu'un d'autre qui se serait occupé. Mais il m'a convaincu avec lui là,
dans le fond, de monter l'organisation officielle SSB Sherbrooke, entre autres, là, pour continuer la gestion d'événements. Puis maintenant, on a une équipe, donc c'est beaucoup plus facile de se répartir les tâches, moins épuisant, puis beaucoup plus facile pour la logistique aussi. Là. Quand on est tout seul à organiser ça, là, ça peut être demandant. Puis, tu sais, traîner 4 écrans, 2 consoles, gérer la salle, tout ça, c'est du stock. Là, là, on est rendu 6, donc c'est beaucoup plus facile. Puis même, on est plus que ça avec les bénévoles. Écoute, je pense que ça a été un des meilleurs moves pour l'organisation, en tout cas, d'au moins de se structurer comme ça. Là. Ouais, définitivement. Puis, tu sais, c'est comme tu dis, là, à un moment donné, ça devient lourd parce que l'organisation de l'événement, en tout cas dans le cas des événements qui sont hebdomadaires, là, à toutes les semaines, ça devient lourd parce que tu te retrouves avec le feeling que si t'es pas là, ben il n'y a pas d'événement, puis il y a une quinzaine, vingtaine, trentaine de personnes qui vont se cogner le nez à la porte, là, tu sais. Puis je veux dire, eux autres, ils sont reconnaissants, mais éventuellement, peut-être qu'ils prennent un peu ça pour acquis, là, tu sais. Fait que c'est quelque chose de lourd qui vaut mieux se partager, là. L'ironie dans tout ça, c'est que le COVID a ramené un peu la valeur de ces tournois-là, de ces événements-là, parce que là, tout le monde veut aller voir tout le monde veut participer, tout le monde veut être en présentiel. Ça prend des gens pour faire ces tournois-là, ces événements-là. Donc, plus que jamais, je pense que les personnes qui veulent montrer l'initiative, là, je pense que c'est eux qui vont être le plus récompensés en ce moment là, pour ce genre d'événement-là. C'est sûr qu'à la longue, comme n'importe quoi, les gens prennent pour acquis, mais en tout cas, ça a été une bonne douche froide, le COVID, je pense, pour bien des gens dans la communauté e-sports. Pas juste pour Smash, je pense que pour bien des gens aussi. Là. Ah ouais, ben, tous les événements là, qui rassemblaient des gens, là, que ce soit des spectacles ou de la danse ou des jeux vidéo, des sports, etc. Là, ça a pris tout le monde par surprise, puis c'est venu nous priver de quelque chose qu'on aime puis qui nous fait du bien, fait que ouais, c'est vraiment cool qu'on puisse recommencer tout ça. Puis tu sais, juste pour donner des exemples là, à nos auditeurs du genre d'événements qu'on a organisé jusqu'ici, avec SSB Sherbrooke, on organise des événements hebdomadaires qui peuvent attirer, là, je vais vous donner des chiffres pré-COVID là, pour vous donner une bonne idée. Puis on espère que ça remonte à ça, puis que ça le dépasse même. Là, mais, disons entre 20 et 30 personnes à toutes les semaines. Et puis on a organisé aussi 2 gros événements. Sweet Spot en 2019, qui est un événement qui s'est passé pendant l'été. Puis ça, on appelle ça des regional parce que ça vient attirer des gens de l'extérieur. On a eu 77 personnes, quelque chose comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. Puis on a organisé Winter G5 en février 2020, là, peut-être 2 semaines avant que la COVID fasse tout fermer. Ça a été pas mal le dernier avant que tout ferme. Le dernier de la province. On a été chanceux. Ouais, vraiment. Vraiment. Puis on a reçu quand même. On a-tu été au-dessus de 80 sur celle-là? Non, il y avait un peu moins de monde qu'à Sweet Spot, mais pas beaucoup. Là. Fait que quelque chose entre 60 et 70 personnes. C'est pas. Tu sais, quand tu prends un pas de recul, c'est pas des événements si gros que ça, mais quand on parle de gaming et de communauté e-sport, c'est quand même pas négligeable. Surtout que on vient chercher, comme tu le disais, des gens de d'autres régions, puis on avait même des anciens top players. Là, donc, c'est le fun de voir à quel point le monde sont encore impliqués, même si ils ne compétitionnent plus nécessairement à l'international. Donc, j'ai beaucoup apprécié ce tournoi-là. Puis, c'est ça. Tu disais le type d'événement qu'on organisait, mais on organise plus que ça aussi. Là. Dans ton cas, tu avais organisé des soirées trivia, puis on avait organisé une soirée pour Noël, parce qu'on savait que Noël allait se passer en confinement. On n'est pas juste là pour le e-sport, on est aussi là pour la communauté. Je pense que c'est quand même une bonne distinction dans le sens que c'est pas de responsabilité pour nous de prendre soin de la communauté, mais on le fait parce qu'on veut que le monde stick around, comme on dirait. La meilleure clientèle, c'est la clientèle récurrente. Fait que ceux qui sont encore parmi nous à Sherbrooke, là, c'est un cadeau. Là, moi, j'apprécie beaucoup la présence de tout le monde. En tout cas, c'est difficile de maintenir une communauté, je pense. Garder tout le monde content tout le temps, là, c'est presque impossible. Donc,
Si tu es capable d'en satisfaire le plus possible, je pense que c'est gagnant. Ouais. Ouais, c'est vraiment de l'entretenir, là, cette communauté-là, c'est ça. Puis tu sais, on en parle un peu tantôt, mais c'est ça, l'organisation de ces événements-là, c'est pas quelque chose qui est facile parce que ça implique beaucoup de préparation avant la date de l'événement. Ouais. Il peut y avoir de la publicité à faire, tout le branding qui est fait autour de tout ça aussi. Ensuite, faire les efforts là, pour aller chercher justement ces joueurs-là de l'extérieur, là, s'assurer qu'ils s'inscrivent. Puis après ça, ben, tout ce qui se passe le jour d'événement aussi. On parle des implications d'organiser un événement comme ça. C'est comme tu le dis, là, ça touche tellement d'aspects au niveau marketing, au niveau logistique, au niveau justement publicité. Ça touche à beaucoup d'aspects. Puis ça paraît niaiseux, mais tous ces aspects-là, c'est tous des aspects qui sont gérés dans une business au quotidien. Là, tu peux littéralement prendre ces talents-là puis aller dans une entreprise puis les utiliser ailleurs aussi. Là. En tant que quelqu'un qui s'est occupé de la communauté des événements comme ça, j'ai appris beaucoup justement parlant public, là, c'est Smash qui m'a fait gagner beaucoup de confiance là-dedans. Là. Quand c'était celui en avant qui doit expliquer aux gens c'est quoi les règles, c'est quoi qui va être permis, si vous n'avez pas le droit de boire, pas le droit de manger, les toilettes sont là. Expliquer aux gens de comment ça va se passer dans la journée, puis que les gens ils font juste hocher de la tête, puis ils disent pas rien, ils apprécient ce que tu donnes, puis ça. Écoute, les premières fois, forcément, t'es un peu. C'est spécial, là, tu sais pas trop si tu fais la bonne chose ou pas, mais aujourd'hui, je le fais, puis c'est seconde nature. Là. Fait que ça donne de quoi. C'est récompensant à ce niveau-là, en tout cas, pour gérer des organisations. Puis on parle de ce que ça impliquait, mais ça implique aussi du développement personnel. Là. Si tu permets, Jean, on va passer au segment courrier des auditeurs parce que ce dont on parlait là, en ce moment, on va retoucher le sujet tout à l'heure avec notre invité. Ouais. Fait que on y revient dans pas long. Fait que là, on a reçu une petite histoire courte là, de la part de Cyan, Arnaud, qui est un gars de notre communauté, justement, puis quelqu'un qui vient juste de se joindre à nous là, sur le CA de l'organisme. Fait que je vais vous lire ça. Donc, la première fois que j'ai joué à Super Smash Melee, ça c'est la deuxième itération du jeu Super Smash, là on est rendu à la 5e. Melee, c'est sorti quand, Jay? Eh boy, bonne question. Début 2000, là, en tout cas, quelque chose comme ça. Début 2000, ouais. Non, je recommence. La première fois que j'ai joué à Super Smash Melee, j'ai détesté. Pour moi, les contrôles ne marchaient pas. Il y avait des concepts abstraits comme les L cancel, et j'avais l'impression de ne rien comprendre. C'est seulement environ un an plus tard que j'ai donné une nouvelle chance au jeu et c'est rapidement devenu l'un de mes favoris. J'ai réalisé qu'avec un peu de temps et d'effort, le jeu devient réellement intéressant et a un potentiel compétitif exceptionnel. Ouais, Melee, là, c'est probablement le jeu qui a amené l'ensemble des jeux Smash là, dans le monde compétitif. Absolument. Puis je comprends tout à fait ce que Cyan dit par rapport à ça, parce que moi, je suis encore au stade de détester le jeu parce que les contrôles sont tellement différents des versions plus récentes. Je trouve que ça bouge mal, puis mais au contraire, là, les pros de ce jeu-là vont considérer il s'est jamais rien fait de mieux par la suite. Là. Mais ouais, c'est quelque chose. C'est quoi un L cancel, Jay? Es-tu capable de nous l'expliquer? Ouais, je peux l'expliquer. En gros, dans Melee, quand quelqu'un atterrit, quand quelqu'un fait un move dans les airs, il saute, il fait une attaque, puis là, il atterrit. Il peut avoir du landing lag qu'on appelle, donc du lag suite à un move, puis ça t'empêche de faire une autre action avant un certain nombre de temps, donc des frames qu'on appelle. Puis L cancel, c'est de peser sur L avant d'atterrir. Il y a un timing précis pour ça, là. Puis ça permet de réduire de moitié le landing lag. Donc les gens peuvent actionner plus rapidement sur d'autres moves. Ça fait en sorte que le jeu est beaucoup plus rapide. Puis quand tu regardes des professionnels jouer, là, tu te dis, mais comment ils font pour jouer vite de même? Moi, je suis même pas capable de faire 3 actions pendant qu'eux en font 7, 8. Là, tu sais. Fait que c'est ce qu'on appelle des techs dans Melee. Pour vrai, Melee, c'est un des jeux les plus techniques qu'il n'y a pas là, pour Smash, en tout cas. Tu sais, moi, je considère que les meilleurs jeux dans le gaming, c'est les jeux qui ont les plus grosses courbes d'apprentissage.
Ça s'applique pour Melee. C'est un des meilleurs jeux. Quand tu regardes Melee, là, c'est le fun. Il y a vraiment beaucoup d'action. Puis quand tu sais ce qui se passe, là, ça te donne vraiment. Ça te donne vraiment de quoi regarder. Là. C'est comme une game de hockey. Là, mais quand tu regardes le hockey et tu connais pas ça, ça peut être plate. Mais quand tu sais ce qui se passe, là, c'est incroyable. Puis c'est aussi applicable sur des jeux que j'ai mentionnés dans le dernier épisode. Là. Moi, je joue beaucoup à Counter-Strike puis à Valorant. C'est des jeux au début là, que je n'étais pas capable de viser du tout. Là, des jeux où tu tires puis le recall est tellement intense que tu te demandes comment les gens font pour tirer dans le jeu-là. C'est quasiment impossible, pas capable. Ben, après avoir donné du temps puis de l'effort, puis quand tu commences à embarquer, si tu veux, sur le train, c'est là que les jeux deviennent vraiment intéressants au niveau compétitif. Puis depuis ce temps-là, je suis plus capable de lâcher Counter-Strike puis Valorant. Là, je pense que c'est le même principe pour Cyan avec Melee. Il a découvert qu'une fois que tu es rendu sur le train, ça avance tout seul. Là, le fun est là. Il n'est pas avant, il y a vraiment une grosse courbe, puis il est pendant puis après le fun. Cool. Je pense pas que je vais donner de nouvelles chances à Amélie. Je suis pas assez. J'ai pas assez de temps à mettre là-dessus, là, mais je le vois bien que c'est un jeu qui a du potentiel d'un point de vue compétitif. Fait qu'on te remercie, Cyan. Oui, vas-y. Ouais, ben, je voulais juste mentionner que Cyan, c'est pas juste un gamer, c'est aussi quelqu'un qui fait des arts. Je voulais le plugger parce que c'est lui qui a fait notre logo puis notre branding pour IRL. Donc, Cyan, si tu nous écoutes, on te remercie bien gros encore une fois. Puis, si vous voulez que Cyan travaille pour vous, là, ben, n'hésitez pas à le taguer sur Twitter. Son handle, c'est @Cyan4010. Donc, Cyan, C-Y-A-N 4010. C'est un artiste incroyable. Il est encore jeune, mais il a vraiment beaucoup de potentiel. Puis depuis qu'il a commencé ses études, là, c'est incroyable ce qu'il peut faire. Là. Donc, moi, j'apprécie beaucoup ce qu'il nous a fait, en tout cas. Oui, il y a beaucoup de talent. C'est tout le processus là, pour la conception du logo. Je veux dire, il mettait le temps qu'il fallait. Il était très à l'écoute de ce qu'on avait à lui demander. Là. Fait que c'est vraiment apprécié. Puis nous autres, on est super satisfaits du résultat. Fait que, ouais, je te remercie beaucoup, Cyan. C'est vraiment cool. Fait qu'on va passer au prochain segment. Un segment qu'on n'a pas fait la semaine passée, mais qu'on va avoir à toutes les semaines. Le segment nouvelle avec Jay. Yes, sir! Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, Jay? Ben, y en a qui vont sûrement l'avoir vu passer cette semaine. Là. Le Journal de Montréal en a parlé rapidement. Et, ils font un post de 2 paragraphes. Là, mais il y a cette semaine un jeu qui s'est vendu, une cartouche de Mario 64 qui a été gradée dans les tops. Là, puis la cartouche n'a jamais été touchée. Là. Je ne sais même pas s'il y a déjà un humain qui a touché la cartouche. Elle est near mint ou gem mint. Puis elle s'est vendue pour 1,56 million de dollars. Une cartouche de Nintendo 64. Imagine, toi, t'as ça chez vous, là, t'as jamais touché à ta cartouche parce que, je sais pas, moi, t'as même mieux joué à Star Fox, là, t'as ça dans ton garde-robe, tu t'es jamais touché, là. Puis là, 25 ans plus tard, là, t'es capable d'être millionnaire parce que t'as pas joué à ton jeu. Je suis pas sûr que ça s'est passé de même, là, mais moi, en tout cas, je trouve que c'est une somme énorme. Ça doit être un des plus gros achats là, ever par rapport à un jeu vidéo, là. C'est vraiment impressionnant. Je sais pas... S'il y en a qui connaissent d'autres achats qui ont été faits avec un gros montant comme ça, n'hésitez pas à nous les linker. Je serais curieux de savoir c'est quoi le deuxième spot, mettons, là, si on assume que ça, c'est le premier. Puis, ouais, c'est pas mal ça la nouvelle de la semaine pour moi. Puis j'en ai peut-être une autre à parler de. Là. Ça touche un peu à l'organisation de communauté et l'organisation d'événements. CRG cette semaine qui ont annoncé d'une drôle de façon qu'ils changèrent leur roster pour une équipe de e-sports. Donc, s'il y en a qui ne connaissent pas CRG, c'est une équipe professionnelle de e-sport, puis ils touchent à plusieurs jeux. Puis, je pense que c'est pour League. Il y a un des joueurs qui faisait plus la job, ils ont fait une vidéo, puis ils ont dit dans la job, vraiment la style occupation double, bon, ben cette semaine, quelqu'un va nous quitter. On doit apporter des changements, puis je dois faire une décision, mais il y a quelqu'un qui va nous quitter. Fait qu'en gros, pas mal tout le monde savait de qui il parlait, puis c'est une vidéo qui montre que dans le fond, ils le mettent dehors. C'est un peu controversé, mais moi, en tout cas, si j'avais été la personne qui se fait mettre dehors, j'aurais trouvé ça ordinaire. Fait que si jamais vous allez mettre quelqu'un dehors, faites-le discrètement, s'il vous plaît, pas sur Twitter. Ouais, je pense que quand quelqu'un qui se fait mettre dehors, là, tu tiens pas tant que ça à ce que ça fasse une scène de même, là. Non, pis tu sais, je sais pas, mais tu sais, si jamais tu te fais écouter par une autre équipe par après, je sais pas, c'est du drôle de marketing. Je pense qu'ils ont eu du backlash pour ça aussi, donc pas très étonnant.
Ben, c'est clair, hein, surtout si le gars il était apprécié par les fans de la team, je sais pas trop. Là, c'est sûr qu'il y a du monde qui vont vouloir le défendre. Puis c'est pas très délicat là, comme façon de procéder de la part de l'équipe. Non, vraiment pas. Et puis pour, Ouais. moi, je voulais revenir à Mario, là, la Oui. cartouche. T'en as-tu une? On peut-tu la rendre? Non, mais tu sais, je veux dire, le réflexe que j'ai à chaque fois que je vois quelque chose dans ce genre-là, c'est j'aurais donc dû garder telle ou telle affaire moi aussi. Ouais, mais tu sais, on s'entend-tu que même si j'avais gardé des affaires comme ça, c'est clairement pas des cartouches qui auraient valu 1,5 million de dollars. Là, tu sais, comme tu disais, dans le cas de celle-là, c'est parce qu'elle a obtenu une note là, vraiment impeccable là, au niveau de la qualité de la cartouche, puis de la boîte, puis de l'emballage, tout ça. Elle devait être comme à peine sortie de l'usine, puis elle s'est mise quelque part, puis elle était scellée encore, puis propre. Dans un sac en plastique, dans un container, je sais pas, mais. Ouais. C'est difficile d'avoir des cartouches qui valent ça parce que faut qu'elles soient vierges encore. Il faut qu'elles soient brand new. Là, donc, mais tu sais, pour être propriétaire de quelque chose comme ça, il faut vraiment que tu sois un collectionneur, puis que tu aies de la vision là, de dire qu'est-ce qui risque le plus d'avoir de la valeur, puis il faut que tu sois patient là, parce que ça prend 25 ans avant que ça aille. Bon, je veux dire, peut-être qu'il y a 5 ans, elle avait encore une très grande valeur, là, mais je veux dire, pour que ça monte dans ces montants-là. Quasiment, tu l'oublies, un peu comme un cartable de cartes Magic ou un cartable de cartes Pokémon, puis t'es oublié, puis à un moment donné, tu te réveilles, tu fais comme hey, ce carte-là vaut 5000$. Tu sais, c'est difficile de voir à long terme ce que tu vas avoir pour tes affaires quand tu les achètes. Tu sais, au début, tu les achètes parce que tu veux les utiliser. Mais dans ce cas-ci, je pense que c'était vraiment un thème de collection, justement. Good. Juste avant qu'on passe à la pause musicale, Jay, je veux juste reculer un peu là, par rapport au courrier des auditeurs. J'aimerais ça vous inviter à mettre des commentaires en dessous de la vidéo sur YouTube, ou vous pouvez nous faire ça aussi là, sur Facebook ou sur Twitter ou même sur le Discord. Puis si c'est intéressant, ben on va le lire en ondes là. Fait que une bonne opportunité là, qu'on parle de vous autres ou qu'on parle de votre histoire. Fait que je vous invite à faire ça. L'idéal, je pense que c'est sur YouTube directement. Comme ça, les autres auditeurs peuvent lire vos histoires, puis c'est ça. Autre chose, Jay, avant qu'on passe à la pause musicale? Non, c'est tout. Je pense j'ai hâte de parler à Max, en tout cas. J'ai déjà dit c'était qui. Ah non. Ouais, on va recevoir notre invité, fait que on se reparle tantôt. Parfait. On passe à la pause musicale.
De retour à IRL, à quoi tu joues avec Maxime Beaupré de Québec, quelqu'un qui fait du temps, avec qui j'ai parlé quand même souvent, puis c'est quelqu'un qui a un peu le même rôle que nous, mais dans son bout de province. Donc, Maxime Beaupré, qui est Gina Modkips. Salut, Salut. ça va bien? Ouais, ça va super bien. Ça va super bien. Ouais, good, good. Écoute, Max, on va commencer l'entrevue un peu avec, tu sais, qui que t'es, puis après ça, on ira parler un peu de pourquoi ton tag, c'est Gina Modkips. Puis, on va aller discuter un peu des jeux qui t'ont marqué, puis on va aussi discuter de ton organisation de tournoi que tu fais présentement à Québec. Ça marche? Ah ouais, super. Good. Fait que, Max, peux-tu nous parler de toi un peu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis, tu sais, pourquoi Gina Modkips? Ben, tu sais, moi, Dynamite Kip, ça vient à la base de quand j'étais au secondaire. Ça remonte d'aussi loin. Puis, je jouais à Smash au secondaire, déjà là. Une place qui s'appelait la salle de Amélie? jeu. Ouais, à Mêlée, à Mêlée. Ouais, on en a Puis, parlé dans plus aussi. Puis, il y avait une joueuse là-bas qui, on la connaît aussi de la communauté, Gina, qui jouait à cette salle de jeu-là. Puis, comme de quoi qu'elle était beaucoup plus vieille que moi dans ce temps-là. Ben, elle est encore, dans le fond. Mais elle était en secondaire 5. Moi, j'étais en secondaire... non, elle était en secondaire 4. Moi, j'étais en secondaire 1, puis elle venait souvent. Puis, quand elle est partie de la salle de jeu, quand elle a terminé son secondaire, il y avait souvent un meme, là, un gag que nous, on prenait son tag, puis blablabla. Puis j'ai commencé à le prendre par après, puis c'est comme resté, j'utilisais le tag Gina pour le reste du secondaire. Puis à partir de là, c'est resté. Le mode kip, lui, ça vient de quand j'ai joué à une période de temps que j'ai joué beaucoup à Team Fortress 2. Mon frère, j'utilisais la corde de mon frère, puis lui, il s'appelait juste Modkip, tout court. Ok. Puis quand je me suis créé mon propre compte à moi, quand je me suis acheté le jeu pour moi, j'ai juste mash up les deux ensemble, puis ça l'a donné Dynamite. J'imagine que le mode de ton frère, ça vient de Pokémon. Ouais, ben lui, dans le fond, il était comme, il y avait comme un meme autour de Modkip là, dans ce temps-là qu'il aimait bien gros. Là, c'était le meme, là, I heard you like Modkip, puis là, après ça, il faisait quelque chose avec le Pokémon. Fait que Ok. c'était plus pour ça, puis j'avais embarqué un peu dans le meme aussi. Ouais, je vais t'avouer que la première fois que j'ai lu ton tag, là, j'étais vraiment surpris de voir que c'était un gars. Ah ouais? Forcément, je lisais Gina, puis j'étais comme, ah, alright, tu sais, ça se peut, tu sais. Puis, en tout cas, pour vrai, je me rappelle même pas de la première fois que je t'ai rencontré. Ça devait être à un Ah, tournoi à ça Québec. fait longtemps. Ben, oui, probablement. Non, mais c'est sûr, parce que t'as dû monter à Québec avant que je monte à Sherbrooke. Il y a bien des chances, même à Trois-Rivières, ça devait être à Trois-Rivières. Mon premier regional, c'était Salut de Sun, je pense. En tout OK. cas, un OK. des Ouais, ben, tournois où il y avait l'Ontario en plus, là, il y avait dans ce temps-là Dead Horse. il y avait Brad aussi. Ouais, je me Ouais, rappelle de ouais, celui. ouais. Alors, ça fait longtemps que quand même qu'on se connaît, quasiment aussi longtemps que je connais Guillaume. Mais tu sais, ça doit faire pas loin de 4-5 ans. Puis un peu comme moi, tu t'occupes un peu de la scène de Québec là, au niveau de Smash, c'est ça? Oui. Oui. Dans le fond, depuis le début, même avant que Smash 4 commence, je faisais du TOing pour Melee. Je l'ai fait pendant un bout, puis ça a toujours été quelque chose. Ben, toujours été, c'est pas comme ça que j'ai commencé, mais ça a toujours été comme un projet dans ma vie, là, à partir Ah oui? de moment que ça a commencé. Ok. T'avais-tu comme une vision de grandeur dans le sens que tu voulais aller vers une organisation e-sports de bonne grandeur, puis tu sais, d'avoir un gros nom, un peu comme je sais pas, j'essaie de penser, genre Mettons, CEO. ouais, je comprends. Ben, c'est sûr que c'est intéressant de faire un tournoi de cette envergure-là. C'est beaucoup de travail. Puis, tu sais, c'est sûr que dans les débuts, tu sais, quand tu commences quelque chose, puis tu vois que ça grandit, tu te demandes, bon, ben, où est-ce que ça va aller, jusqu'à où ça peut aller. Puis, on a eu des opportunités de faire grandir ça. Ça l'a pas nécessairement monté aussi haut que ça l'aurait pu, mais on est quand même satisfait de où est-ce qu'on est. On sait que pour ce qui est de la production des tournois, on est capable d'offrir des tournois de qualité. Puis je peux quand même dire avec confiance qu'on est dans les meilleurs tournois qu'il y a à Québec, de ce que j'ai vu à date. Là. Même au niveau e-sport en général,
je pense qu'on donne un vraiment bon produit. Ben, en tout cas, j'espère qu'on en donne un pas pire aussi, là, mais on va se diriger un peu dans les questions qu'on a préparées par rapport, dans le fond, à différents trucs, là, mais entre autres... Là, Attends une seconde, Jay. Juste ouais. parce que moi, je te connais pas tellement. Maxime, on s'est croisés là, certainement dans les tournois. Là. Je serais curieux de savoir qu'est-ce que tu fais en dehors de Smash. C'est quoi ta vie, toi? Puis qu'est-ce que ton travail, puis tout ça. Ce que tu as envie de nous dire là? Ben, tu sais, surtout que par rapport à Smash, ça prend quand même beaucoup de temps, organiser les tournois, tout ça. Donc, ben là, c'est moins pire à cause de la pandémie, c'est sûr. Mais auparavant, tous mes mercredis soirs étaient carrément utilisés pour Smash. Durant la semaine, je compétitionnais, donc beaucoup de pratique par rapport à ça. Mais en dehors de ça, j'ai appris à jouer du piano. Pendant la pandémie, c'est un peu mort parce que ben, les cours, c'est difficile à donner à distance, puis j'aimais moins ça. Mais je suis contre recommencer, donc oui, je joue du piano. Sinon, ouais, je pense que c'est pas le plus le main hobby que j'ai en dehors de ça. Pour ce qui est du travail, là, je suis plus en attente de pouvoir commencer les cours à l'université. Mais en ce moment même, j'ai fait beaucoup de travail, mais en ce moment même, je travaille pour une compagnie de céramique. C'est pas quelque chose qui me passionne, mais bon, ça paie bien. Ça ne pas. Tu vas aller étudier en quoi? Moi, ce que je voudrais aller étudier, ça serait probablement en ressources humaines. Ah ouais, ah ouais. Gérer du personnel, là. Ouais, faire des embauches, puis ouais. Ah, c'est respectable, ça. J'ai beaucoup de... En ce moment, je te dirais que c'est un des plus gros challenges qu'on a dans l'industrie, recruter des gens. Fait que c'est à ton honneur de vouloir attaquer ce challenge-là. Ouais, c'est parce que le monde, ils veulent pas travailler. C'est comme ça. Ah oui, c'est ça, les gens ne veulent pas travailler, ouais. Ouais. OK, ben cool. Écoute, je ne savais même pas dans quoi tu voulais aller, fait que c'est cool. Fait que, Guillaume, on peut-te passer aux questions? Yes, t'as ma permission, Jay. OK, good. Ben, en fait, c'est toi qui vas poser la première, fait que je te laisse la parole. OK. Je pense qu'on a bien établi là, que Smash, c'était quelque chose d'important pour toi, un peu comme pour nous autres. Tu peux-tu nous en parler un peu, là, puis nous dire comment tu es venu à jouer à ce jeu-là, puis qu'est-ce que ça représente pour toi exactement? Ben, c'est sûr que les premières amitiés que j'ai eues au secondaire, ça avait rapport beaucoup à la salle de jeu. C'était un endroit qu'on se réunissait tous les midis. J'ai toujours aimé ça, gamer. Ça a toujours été quelque chose que, depuis que je suis jeune, ça a toujours été quelque chose que j'ai fait. Ma première amitié, c'est avec Charu, qui est aussi un joueur de Smash Québec. C'est ça, c'est Charu, important c'est son pseudonyme. Puis, c'est drôle, parce qu'il y a une petite histoire par rapport à ça. Quand j'étais allé à l'école, la première journée du secondaire, je me suis dit, hey, un nouveau départ, on va faire des amis, c'est important. Puis là, j'étais embarqué dans l'autobus, puis là, j'étais dans le banc en avant, puis Charu était dans le banc juste derrière moi. Puis là, tu sais, j'entendais ce qu'il disait, puis il parlait de Smash. Puis Charu, lui, était en secondaire 2, moi, j'étais en secondaire... Ben, je commençais mon secondaire. Je me suis retourné, je le connaissais aucunement, puis je l'ai regardé, je fais « Hey, moi, j'aime ça, Smash. » Puis là, lui, il m'a regardé, il était comme « C'est qui ça? » T'es qui, toi? Pourquoi tu me parles, tu sais? Puis, mais finalement, on est devenus des très, très bons amis. Mais c'est comme ça, ma première conversation avec lui, ça a un rapport avec ça. Tu sais, c'est drôle parce que ça a un rapport avec Smash, mais ça n'a aucun lien là, par rapport à notre amitié. C'est pas juste par rapport à ça. Mais c'est comme ça a commencé. Puis ensuite, on a commencé à se réunir à la salle de jeu où il y avait une GameCube. Puis une GameCube pour 15 personnes. Fait que les rotations, c'était des rotations de 15 personnes. Fait que c'était quand même pas pire. Puis il y avait juste Melee. Il n'y avait pas d'autres jeux. Ah ouais, ben c'est tout ce que t'avais besoin dans le fond. Ben, dans le fond, c'est pas mal le best game. Tellement de replay value que c'était pas pire. Ouais, vraiment. Fait que Melee, ça a été ton premier contact avec Smash? Non, j'ai joué à la 64, Smash 64, mais j'avais pas le jeu moi-même. Quand je jouais, c'était surtout quand je le louais au Vidéotron. Quand on avait la chance de le faire. Mais sinon c'était plus Melee que j'ai vraiment plus commencé à jouer. Personnellement, j'ai commencé sur Smash 64. C'est un ami qui l'avait.
on était 3-4 à jouer là, chaque fois qu'on allait chez eux, puis on pouvait jouer pendant des heures. Puis je pense qu'un peu comme tout le monde, on a commencé de manière très très casual là, avec des items sur à peu près n'importe quel stage. Ouais, c'est des bons souvenirs ça. Nous autres, c'était quand même spécial comme événement parce que nous, on avait une bizarre de mentalité. C'était semi-compétitif. Puis, tu sais, vraiment de la terminologie par rapport à Smash, tu sais, les Hellcat Soul, des affaires comme ça, c'est utilisé. Puis, on en faisait. Puis, mais on jouait juste sur Hyrule Temple. Hyrule Temple, qui est comme la grosse map, là, qui est comme. C'était All Hyrule Temple, tout le long. Pas d'item. 4 joueurs? Puis 4 joueurs. Ah ouais. Puis, mais on était quand même technique. J'ai repassé, tu sais, des fois, j'en reparlais avec mes amis. Je disais, par rapport au temps où est-ce qu'on jouait, on était quand même vraiment avancé, mais on connaissait aucunement là, le metagame, tout ce qui était autour de comment devenir meilleur, tout ça. Mais l'ambiance était quand même compétitive, c'était spécial. Mais ça a commencé à être compétitif parce que dans le fond, si tu gagnais, tu gardais la manette. Tu pouvais rejouer l'autre game avec. Fait que tu voulais continuer à jouer. Fait que là, tu sais, vu que c'était des rotations de 15 personnes, si tu perdais, t'attendais genre 20 minutes avant de rejouer ton tour, tu sais. Ouais. Fait que gagner, c'était important, là. Puis ouais, c'est comme ça a commencé comme ça. Mais c'est toi qui gardais la manette? C'est toi qui gagnais? Non, il y avait quelqu'un de meilleur que moi dans ce temps-là. Il s'appelait Bob. Bob, c'était le roi du bloc. C'est celui qui battait tout le monde. C'était vraiment souvent lui qui gardait la manette le plus longtemps. Il y avait comme une hiérarchie. Le meilleur, c'était Bob. Bob, c'était le all-time best player. Après ça, il y avait Frank. C'était un autre dude qui était aussi meilleur que moi dans ce temps-là. Puis après ça, il y avait moi. Moi, j'étais troisième. OK. C'était comme le ranking là, qu'il y avait un petit peu. Là, tu devais être excité quand il était pas là, puis il venait pas sur l'heure du midi? Ben non, souvent, c'était rare. C'était vraiment rare. Ouais, il devait être assez dédié à leur jeu. Ah ouais, ben. On va passer à la prochaine question. Est-ce que c'est Smash qui t'a donné envie de t'impliquer dans l'organisation de tournois? Je pense que tu as un peu répondu tantôt, mais on pourrait peut-être y revenir. Smash, c'est sûr, ça l'a joué parce que j'étais vraiment passionné du jeu. J'ai toujours voulu compétir à ce jeu-là. Sauf que organiser des tournois, ça m'est comme un peu tombé dans les mains. C'est pas quelque chose à la base que j'avais prévu. Puis, ça, c'est fait. Là. Des fois, les choses, ça n'arrive pas nécessairement qu'on les prévoit. La première fois que j'ai fait un tournoi, c'était un tournoi de Project M, qui est même pas un jeu officiel. C'est un mode de Brawl qui était fait pour ressembler à Melee. Et on avait eu comme 36 personnes. C'est pas particulièrement gros, mais il y avait du monde de Montréal qui était descendu. Puis c'était le premier tournoi que j'ai organisé. Puis après ça, j'en ai pas refait depuis vraiment longtemps après. Jusqu'à temps que les personnes qui organisaient des tournois de Melee veulent plus les organiser. Puis finalement, je me suis dit, ben, on va le faire. Je sais pas. J'en ai déjà fait que je vais continuer à en faire. Puis à partir de là, ben, c'est devenu comme la norme. C'est moi qui ai commencé à faire des tournois de plus en plus, puis j'ai continué la chose. T'es comme le fondateur, si tu veux, d'un peu la scène de Smash à Québec, là, entre autres. Là. Ben, le fondateur, non. Je pense qu'il y en avait d'autres des tournois avant. De ce que j'ai compris, quand je suis arrivé, j'avais regardé un tournoi, puis j'ai rencontré la communauté de Melee qui existait déjà avant, puis qu'apparemment, il avait fait des tournois auparavant, mais j'étais aucunement au courant. Puis, quand je suis arrivé, c'est ça, il y avait comme une communauté de comme 10, 11, 12, 13 personnes. Par après, il y a eu d'autres événements organisés par d'autres personnes. Donc, tu sais, pas pour saluer ce qu'ils ont fait, parce que je pense qu'ils ont vraiment construit une base aussi. Puis, par la suite, quand j'ai pris le flambeau, je pense que à partir du moment que j'ai fait le switch à Smash 4, commencé à TO Smash 4 plus que Melee, c'est là que ça l'a vraiment boomé. Je sens que c'est là que ça l'a vraiment comme une ampleur plus intéressante. Mais auparavant, il y avait quand même des gens qui s'organisaient des tournois. Donc, il y avait quand même quelque chose. Puis en ce moment, là, si on parle justement de personnes qui organisent des tournois, je me trompe pas, il reste juste toi puis quelqu'un d'autre, right? Il reste plus grand monde qui s'occupe de ça en ce moment. J'imagine entre autres à cause de la COVID, là.
Ben, pour l'instant, de ce que je comprends, il y a juste moi. Avant la COVID, il y avait moi, Leader, Crumber, Tartelette, puis Bola, qui étaient les TO. La COVID a vraiment tué beaucoup de, comment je peux dire? Motivation? Motivation, c'est ça que je cherchais. Ouais. Beaucoup de motivation par rapport au jeu. Puis, tu sais, les gens ont le temps de réfléchir. Bon, ben, tu sais, Smash, je sais plus tellement dans notre quotidien. Qu'est-ce que je peux faire à la place? Puis, tu sais, ils voient d'autres ouvertures d'avancer dans leur vie. Puis, c'est très correct, là, dans le fond. Puis, ils décident d'aller ailleurs. Donc, donc, ils ont changé d'idée par rapport à ça. Donc, pour l'instant, je suis vraiment tout seul. Je compte pas rester tout seul, par contre, parce que c'est beaucoup de travail. Ah ouais. On en parlera tantôt, ça aussi. Donc, si jamais dans le futur, il y a des gens qui s'offrent, probablement que je vais être intéressé à m'allier à des nouveaux organisateurs. Mais pour l'instant, le cas présent, il n'y a personne. Vous avez entendu Maxime, ceux qui nous écoutent à Québec, la porte est ouverte. On va vous plugger son Twitter tantôt. Oui, on va vous le plugger tantôt. Si ça vous intéresse, là, contactez-le. Mais Max, on en parlait tantôt, là, la COVID, on l'a vu justement aux dernières élections. La semaine passée, moi et Guillaume, on avait notre assemblée générale annuelle pour SSB Sherbrooke. Puis 4 des 6 membres du CA ont décidé de quitter. La motivation les a tués. Puis je pense que c'est quelque chose qui s'est vécu à la grandeur de la scène, là, entre autres. Là, donc, quand tu parles... tu parles de ça, mais à Montréal, ils n'ont plus de venue, ils n'ont plus de tournoi. Ben oui. Justement, celui qui s'occupe de la scène de Montréal en ce moment n'a plus d'endroit où faire ce tournoi. J'imagine que c'est temporaire puis que quelqu'un va prendre le relève ou même que Zi va faire quelque chose par rapport à ça parce que Montréal, forcément, avec la quantité de gens qu'ils ont, ils peuvent organiser le tournoi facilement. Il y a des joueurs. Il y en a masse. Ça va être de voir qu'est-ce qui va se passer dans le futur avec ça. Ouais, mais comme on en parlait tantôt, l'avenir est prometteur. On a senti que les mesures de confinement s'en viennent, puis c'est de plus en plus concret. Moi, puis on est allé au casino en fait la semaine passée, puis on commence à faire des petites sorties comme ça. On le sent vraiment que la lumière au bout du tunnel s'en vient. On peut commencer à sortir, à faire des activités, puis là, les gens ils commencent à être vaccinés, donc la pandémie est. Warning pour la deuxième shot la deuxième shot pour le vaccin de la COVID, ça fait dans le dash à l'air. Ouais, c'est ça, j'en parlais avec Jake tout à l'heure, puis j'ai eu des pas pires symptômes, là. J'ai très très mal dormi la nuit passée, puis mais bon, je pense que ça achète. Maxime, juste pour rester dans le sujet un petit peu, je ne passerai pas tout de suite à la prochaine. J'aimerais ça que tu nous parles un peu des plus gros tournois que vous avez organisés là, du temps que tu as été sur l'organisation à Québec. Je pense que le plus... je me rappelle plus combien. Je suis plus sûr si c'est 192 personnes ou 170. En tout cas, c'est autour de ce chiffre-là. On avait fait un tournoi, je pense que c'est Smash Ultime. Il y avait Melee et Smash 4 dans ce temps-là. Puis ça a été prendre le plus gros tournoi. Quand même vraiment fier de celle-là. Il y avait des joueurs intéressants. Il y avait Ryan Ford qui venait de Montréal, de Toronto, de Melee. Il y avait Ally dans ce temps-là. Il y avait Black Twins, Smash 4. On avait Virgo Kells de Montréal. Z, Fouet, toute cette gang-là était là. On avait quand même une belle présentation à donner. C'était super professionnel. Red Bull était là. On avait tout cet essai, c'était super beau. Le stream était nice. On avait un gros écran dans le fond qui montrait les matchs. Vraiment fier de ce tournoi-là, probablement le plus gros qu'on a fait. Ensuite, je pense que le premier de Ultimate qu'on a fait était quand même assez gros. Quand même vraiment fier de celle-là aussi. Très professionnel. Je pense que c'est celle-là qu'on a le mieux organisé en termes de préparation. C'est celle-là qu'on se sentait le moins stressé. Beaucoup plus en contrôle. On en a fait plusieurs là, autour d'une centaine de personnes, mais je pense que c'est ceux-là qui m'ont le plus marqué. Celui qui a causé un peu de drame, ça? Je me trompe pas? C'était-tu celui-là? Je pense que sais pas. Tu sais de quoi je parle, hein? Ouais, avec... ok. Difficile d'oublier, hein? Ça sera une histoire pour une autre fois, mais ouais. Ouais, ça a causé un peu de drame, mais je sais pas si c'était si grave que ça. En rétrospect, je me dis...
c'était pas aussi important que ça l'a fait autant d'impact. Non, forcément. Mais tout ça pour dire qu'il a organisé des événements comme ça, là, ça amène définitivement des imprévus, puis de la gestion de crise, puis ce genre de choses. C'est dur de faire à tout le monde quand on a un horaire à respecter aussi. Là, c'est ça. Ouais. C'est ça. Quand on parle c'est jamais contre les joueurs. C'est toujours par rapport à il faut avancer parce que sinon on peut pas finir. On va sortir à 2h du matin, 3h du matin. C'est moins intéressant pour les gens qui viennent de l'extérieur. Fait que non, pour ça, je comprends tout à fait. Puis Max, qu'est-ce que tu dirais que ça prend là, pour organiser un bon événement de grande envergure comme ça? En premier, je pense que c'est sûr que ça prend un public cible. Si tu n'as pas de joueurs, tu n'auras pas de tournoi. Pour bâtir une communauté, je pense que la première affaire, je trouve que l'erreur que beaucoup d'organisateurs dans les autres jeux font, pour avoir comme un peu regardé ce qui se passait à Québec, au Québec, il y en a beaucoup qui sont attirés par l'argent. Il n'y a pas d'argent à faire, je vous le dis tout de suite. Là. Vous faites pas ça pour l'argent, à moins que vous réussissiez à grandir, puis faire des grosses chaînes, des affaires comme ça. C'est pas quelque chose qui est vraiment payant. Donc, la première fois, c'est faire ça par passion. Ensuite, c'est d'être assidu. C'est facile de rater une semaine, de dire on fera pas de tournoi cette semaine. Si vous n'êtes pas régulier, vous n'aurez pas de communauté. Donc, il faut qu'il y en ait à chaque semaine. À partir de là, vous avez déjà une bonne base. Ensuite, c'est d'être capable d'être ponctuel, d'être là à l'heure. Puis c'est vraiment une job, là. C'est une job. C'est une job, mais c'est bénévolat. Il n'y a pas d'argent à faire. Donc, du moment que tu es capable d'accepter que c'est complètement bénévole, puis par passion, puis que tu es assidu par rapport à ça, je pense que tu peux faire une bonne organisation. Très bonne réponse. Fait qu'on va poursuivre. Là, tu nous parlais de ton ami Charu tantôt. Oui. Je pense qu'avec Smash, tu as rencontré pas mal de monde. Veux-tu nous en parler? C'est un peu spécial parce que une des personnes qui était gros dans l'organisation au début, là, il l'est plus, c'est Stormbird. La manière que j'ai commencé à rentrer dans le compétitif de Smash, c'est par rapport à lui. Dans ce temps-là, après avoir fini le secondaire, j'avais plus vraiment d'avenue de jouer à Smash, mais j'aimais encore le jeu. Puis je suis tombé sur des vidéos de Brawl, qui était le jeu d'actualité. Sur YouTube, c'est des matchs professionnels je me rappelle le tournoi encore, c'est Apex, je pense 2010. Puis je regardais les compétitions, puis je disais wow, tu sais, c'est tombé cool, puis les gens ils jouent, puis ils jouent pour de l'argent, puis tu sais, il y a vraiment comme un classement à avoir là-dedans. Donc tu sais, je suis intéressé peut-être à faire ça. Puis j'avais vu qu'il y avait Alay dans ce temps-là qui jouait, puis j'avais appris qu'il venait de Montréal, donc je me suis dit, Montréal, c'est pas tant loin. Fait que j'ai demandé, hey, Alay, tu sais, serais-tu intéressé à jouer? Moi, je savais pas c'était qui Alay, si c'était à ce point-là un big name ou pas, mais je savais qu'il venait de Montréal. Fait que, tu sais, je lui demande, serais-tu intéressé à jouer? Moi, je veux jouer, je veux compétitionner. Puis là, il me dit, moi, je vis à Montréal, je suis pas à Québec, mais je connais Stormbird, que lui, il vit à Québec, tout ça. Et il m'a donné son, dans ce temps-là, c'était sur Smashboards, c'était comme un forum juste pour Smash. Puis il m'avait donné son pseudo. J'ai envoyé un message à Stormbird, il m'a répondu comme une semaine après. Il m'a dit ouais, je pourrais jouer avec toi, nanana. Puis il est venu chez nous comme une journée après jouer, puis à partir de là, on a commencé à jouer ensemble une couple de semaines, puis c'est devenu à partir de là, c'est devenu compétitif. J'ai voyagé à Montréal pour mon premier tournoi ever. Puis ouais, c'est parti de là. Puis on est devenus amis à partir de cette interaction-là qui était comme complètement random. Là. On s'est pas connus par rapport à de la job quelque chose. Je suis tombé par référence, puis ça a bien tombé. Là. Ouais, c'est des personnes que j'imagine que, tu sais, Stormbird, j'imagine que tu y parles encore, puis tu voyais pas de... Il n'y a pas de end date à votre relation non plus. C'est un peu c'est le principe que moi et Guillaume. Là, on s'est rencontrés à travers Smash, entre autres. On se serait peut-être connus autrement, mais c'est comme ça que ça a donné. Puis aujourd'hui, on est rendu sur un podcast épisode 2. Là, on ne sait pas où est-ce que ça va nous mener. Hein? Faire des rencontres à travers nos passions, c'est le fun parce que ça donne beaucoup de...
comment dire, de synergie de. Ben, c'est là que tu rencontres vraiment les gens avec qui tu es à l'aise. Puis, tu sais, après, Ouais, c'est ça. au travers de ça, tu apprends à connaître des gens que tu peux faire confiance. Puis, tu dis, ben, tu sais, cette personne-là, j'ai aucun stress de, mettons, confier des affaires. C'est ce qui est plaisant. Ou partir des projets aussi, justement, comme la compétition, les tournois. Starbird t'a vraiment beaucoup aidé à établir la base aussi. D'ailleurs, Bird, Oui. il n'a pas développé une plateforme justement pour votre stream. Tu sais, ça le plug direct sur YouTube, ça fait les cotes, puis. Ben, il y a des choses qu'il a fait. Oui, il a fait des programmes lui-même. Pour ce qui est des affaires que ça upload automatiquement, je pense pas que c'est lui qui a fait ça. Il me semble que non. C'est comme un programme qu'on utilisait de quelqu'un d'autre qui a fait ça. Okay. Mais il a quand même seté toute l'affaire. Lui puis Deeder. Mais ouais, il y a des affaires qu'il a programmées lui-même. Ouais, c'est beaucoup de temps mis pour finalement si peu de retour, mais tu sais, quand tu sais que la communauté va bénéficier, je pense que c'est super gratifiant. Là, Ah ouais, la base est établie en ce moment. On est quand même bien par rapport à ça. Mm-hmm. Good. On pourrait passer à la prochaine question? Ouais. Qu'est-ce que la communauté de Smash Québec représente pour toi? Ben, au début, quand c'est parti, j'avais plus l'intention de devenir le meilleur dans ma communauté. Même si j'organisais des tournois, j'étais plus un compétiteur qu'un organisateur à mes yeux dans ce temps-là, à Melee et à Smash 4. Aujourd'hui, je me sens un peu différemment. J'ai plus l'impression que je m'identifie plus comme étant l'organisateur qu'un compétiteur. Moins envie de pratiquer, moins envie de monter les échelons. Mais une affaire qui a toujours été importante pour moi, je me suis toujours dit que la communauté passe en premier. Je me suis toujours dit que peu importe qui rentre dans la communauté, peu importe leur apparence, peu importe leur croyance, je me suis toujours dit qu'il faut que la place soit un endroit où est-ce que les joueurs sont représentés par leur jeu et non par qui ils sont. Peu importe leur apparence. Je veux que la communauté, ça soit une communauté qui est comme unie, puis qui s'accepte les uns les autres. Ça a toujours été comme un de mes motos là, par rapport à ça. Le compétitif, c'est all there is to it, que le reste, c'est trivial. On en parlait tantôt, là, on parlait des prérequis, si tu veux, pour faire la gestion de communauté, organiser des événements. Je pense qu'être inclusif, c'est un must. Il faut absolument être inclusif, il faut que tout le monde puisse participer. Puis, oui. Comme tu dis, aucun jugement porté sur personne. Que tu viennes de n'importe où, que tu sois dans n'importe quelle situation, que ce soit à la limite un refuge pour te remonter, puis te permettre de t'échapper, dans le fond. Je pense que la plupart des gamers le font déjà là, à travers différents jeux, mais je pense que quand tu es inclus dans une communauté comme les communautés qu'on gère, ça vient chercher le sentiment d'appartenance. Ça, à la base, c'est sécurisant. Je sais que, surtout au début, j'ai vu des gens grandir au travers de la communauté, des gens qui se sont développés, qui se sont découverts un peu là-dedans. Pas juste à cause de les tournois, mais juste l'environnement compétitif, puis le fait d'être entouré de gens, tout ça, puis ils ont trouvé comme des amitiés, puis d'autres même se sont trouvés se sont trouvés en couple. Puis c'est vraiment intéressant de voir que les gens ils ont grandi au travers de ça, qu'ils ont trouvé une place pour eux, puis je suis content qu'ils aient réussi à trouver ça au travers de ça. Là, c'est un gros step par rapport à ça. Il faut réaliser que sans ça, sans les efforts que toi t'as mis, ben ça serait peut-être pas arrivé, tu sais. Les efforts qu'on met, même si c'est des petits efforts, en bout de ligne, ça a des impacts sur les autres qu'on réalise pas nécessairement tout de suite. Peut-être qu'ils auraient trouvé une autre place ailleurs, mais je suis content que, en partie, cet endroit-là leur a offert quelque chose de bien. J'ai quelques noms en tête, puis je me dis, cette personne-là, elle a tellement grandi par rapport au début, puis je me dis, je prends pas le bénéfice, ils ont fait tout le travail eux-mêmes, là, mais je suis content qu'ils aient trouvé cette place. Tu as quand même donné l'opportunité, si tu veux, de développement, puis oui, eux ont fait tout le développement, mais si tu leur donnes la window, c'est déjà plus que bien des gens, en fait, là, pour ces gens-là. Mais pour en revenir au point d'être inclusif, moi, ma mentalité, c'est si tu as ta manette, puis tu peux la plugger dans le jeu, puis tu veux jouer, viens-t'en. Oui. N'importe qui peut jouer. Là. Même si
des fois, les gens sont stressés, ils se disent, ah, je suis pas assez bon pour venir compétitionner. Je pense que tu peux venir. N'importe qui peut devenir bon, c'est juste une question de temps et d'effort. La communauté est tellement belle, les gens sont tellement intéressants, puis juste le fait de compétitionner, même si tu as l'impression que ça va être difficile puis que les gens sont trop bons, les gens ils sont prêts à t'aider, sont prêts à jouer avec les autres. Il y a pas, c'est pas autant intimidant que ça l'est. Les gens ils disent c'est compétitif, ça va jouer dur. Blablabla. Oui, tu sais, si tu veux gagner, ça prend des efforts, mais c'est pas grave là, au début de venir puis pas nécessairement gagner tous tes matchs. Juste venir jouer, vous allez voir, c'est vraiment gratifiant. Souvent, oui, absolument. Ce qui arrive avec ça, là, c'est que les gens vont là pour jouer, pour s'améliorer peut-être au jeu, puis ils repartent de là avec des nouvelles connaissances, des nouveaux amis, ils développent des skills sociaux, ils décident de s'impliquer bénévolement, puis ils développent des habiletés là, d'organisation ou oui. toutes sortes de trucs comme ça. Là, fait que ouais, c'est pour ça que la communauté est belle, puis je veux dire nous autres, on est dans la communauté de Sherbrooke, puis toi, t'es dans celle de Québec, mais je suis convaincu que c'est exactement la même chose, là, pour ce que ça peut nous apporter, dans le fond. Oui, puis c'est ça, puis tu sais, il y a des gens qui s'impliquent dans la communauté, puis il y a plusieurs manières de s'impliquer dans la communauté. C'est pas nécessairement les gens qui sont reconnus dans la communauté, c'est pas nécessairement ceux qui sont les meilleurs. Il y a des gens qui sont reconnus pour être des commentateurs, il y a des gens qui sont reconnus pour faire des designs graphiques, il y en a d'autres qui sont reconnus pour coacher, donner des conseils à des gens. C'est toutes des choses que les gens peuvent apprendre à devenir quelqu'un par rapport à la communauté. Il n'y a pas juste le jeu compétitif, il y a d'autres choses, puis il y a aussi l'aspect communautaire. C'est, comme vous disiez, c'est là que vous pouvez apprendre à avoir des interactions sociales. Il y en a qui veulent pas, au niveau gaming, il y a des gens qui ont de la misère un peu plus au niveau social. C'est des gens qui sont peut-être plus introvertis. Puis ça donne une chance de comme sortir, voir du monde sans nécessairement sortir de tes champs d'intérêt. Puis je trouve que c'est une belle affaire par rapport à ça. Tu sais, quand on joue à des jeux compétitifs, il y en a qui jouent à, mettons, League of Legends, des trucs comme ça. C'est sûr que c'est gratifiant parce que tu as comme un échelon tout ça. Mais par rapport au tournoi de Smash, c'est l'affaire qui manque, c'est l'aspect communautaire est pas autant présent. Je sais que tu peux aller dans des Discord, des affaires comme ça, puis peut-être obtenir une certaine chance d'avoir des interactions sociales, mais c'est pas la même chose que d'être face à face. Vu que les tournois de Smash sont faits en live, qu'il faut que tu te présentes sur lieu, c'est totalement différent. Vraiment, là, tu vois du monde. Il faut que tu interagisses avec des gens pour jouer tes matchs. Donc, c'est un autre environnement. Puis ça donne la chance de peut-être sortir un peu. Good. Très d'accord avec ça. Max, ça fait 15-20 minutes qu'on parle de Smash. Y a-tu d'autres jeux dans ta vie qui ont eu de l'importance pour toi? Ben, moi, quand je passe à des jeux que le premier jeu compétitif que j'ai joué, que j'ai vraiment essayé de devenir meilleur, c'était StarCraft 2. StarCraft 2, c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup d'heures, puis ceux qui connaissent le jeu, pour devenir meilleur, c'est un jeu qui demande beaucoup de travail. Le concept du jeu, si vous ne connaissez pas, c'est que tu as 3 races. Tu sélectionnes ta race, tu as des bâtiments à construire, puis selon tes bâtiments, tu peux construire des unités de combat. Puis il y a toujours une manière d'aller plus vite à ce jeu-là. Quand tu regardes des professionnels, eux, ils font des affaires comme des 300-400 actions par minute. C'est le standard. 300-400 actions par minute, ça va vite. Est-ce qu'ils font 400 vraies actions? Peut-être pas, mais ça clique en maudit. Il y a des choses qui se passent en tout cas. Puis, moi, je me souviens, c'est toujours le fait de regarder ses propres chiffres. J'étais rendu à un point où est-ce que je jouais à peu près en average de 160 à 200 actions par minute. Puis, mon plus haut ranking que j'avais eu, c'était Diamant, qui est comme, dans ce temps-là, c'était le plus haut. Après ça, ils ont rajouté d'autres classements plus hauts. Mais ouais, je me souviens, j'étais monté Diamant. Puis, c'est ça qui a commencé vraiment à animer mon esprit compétitif. Mais j'ai jamais vraiment, c'est vrai parce que je jouais compétitif, mais j'ai comme jamais allumé de essayer de faire des tournois. C'était comme, je jouais, mais j'aurais pu faire des tournois. Mais dans ce temps-là, c'était
c'était comme pas tant populaire faire des compétitions de jeux vidéo, surtout au Québec. Personne n'en parlait vraiment. C'était pas que c'était tabou, mais ça existait pas. Il y a personne qui en organisait, en fait. C'est ça qui manquait. Tu sais, s'il y avait eu quelqu'un comme toi, mais pour StarCraft, la communauté de StarCraft, ben, il y aurait peut-être eu justement des événements. Puis, je suis pas sûr s'il y en avait pas, mais je sais que la publicité était juste pas là, puis c'était pas autant au grand jour. Je sais que ça a vraiment commencé quand... C'est drôle, là, mais j'ai l'impression que c'est quand League of Legends a commencé que le e-sport a vraiment boomé. Moi, pour avoir observé le e-sport dans ce temps-là, même si je regardais des compétitions dans ce temps-là à StarCraft en Corée, c'était beaucoup populaire, c'est vraiment quand League of Legends a commencé que j'ai l'impression que le e-sport a explosé. On dirait que c'est devenu vraiment un big thing à partir de League of Legends. En tout cas, moi, c'est mon observation. Peut-être que je me trompe, mais moi, c'est ce que j'ai senti. Ben, c'est les premières fois qu'il y a eu des stades avec des milliers de personnes, là, dans le fond, des milliers de spectateurs, là, League of Legends. Je joue encore beaucoup, moi, à StarCraft 2. Est-ce que ça t'arrive de jouer de temps en temps? Non, c'est un peu mort pour moi. Je dirais que quand j'ai arrêté de jouer, c'est quand il a sorti la nouvelle expansion je pense que c'est Heart of the Swarm. Heart of the Swarm, c'est la deuxième, ouais. Quand il a sorti cette expansion-là, j'ai arrêté de jouer pour pas de raison en particulière. J'ai switché à autre chose. Un autre jeu que je jouais beaucoup aussi, c'était Team Fortress 2. Un jeu que j'ai passé, je pense, 1200 heures dessus. J'aimais vraiment ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans ce jeu-là. L'humour du jeu me venait me chercher. Le playstyle, j'aimais ça. Les personnages, il y avait quelque chose qui venait m'attirer. Je pourrais pas te dire pourquoi. Le jeu est super répétitif quand tu y passes. C'est tout le temps le même nombre de joueurs par équipe, puis les mêmes personnages. Mais j'aimais tellement ça. Là. Je trouvais ça tellement amusant. Là. T'as pas joué à son successeur spirituel Overwatch? J'ai joué à sa sortie. C'est un autre jeu que je m'étais quand même classé de haut rank, mais ça l'a pas donné que j'ai voulu plus compétitionner dedans. J'avais pas. Encore une fois, je sentais pas que je voulais vraiment faire des tournois de ce jeu-là. Donc j'ai un peu arrêté de jouer. Puis dans ce temps-là, je jouais à Smash aussi. Fait que c'était comme. Faut choisir à un moment donné, hein? Ben c'est ça, hein, il y a plein de jeux qui sont le fun. Ta manière, il faut que tu joues parce que c'est du temps. Ouais. Puis tu nous as parlé de Paper Mario aussi, qui est un jeu qui a été important pour toi. Ben, Paper Mario, c'est comme mon jeu favori de quand j'étais jeune. On a comme tous eu des jeux de notre enfance, puis moi, c'est vraiment celui-là qui me rappelle mon enfance, parce que j'ai passé tellement d'heures à refaire et refaire le jeu. J'ai fait le jeu là, au moins une vingtaine de fois. Puis à chaque fois, je trouvais des nouvelles manières de raviver mon nouveau playthrough. Puis toujours des manières de customiser ton personnage, puis de te faire des challenges, des défis du genre OK, ben là, je vais faire un défi où est-ce que je vais rester à 5 HP. 5 HP comme étant le plus bas niveau de vie. Puis bâtir des stratégies autour de ça. Puis tout ce qui est par rapport au art style, tout ce qui est la musique, tout ce qui est l'histoire, ça venait tellement me chercher, puis je trouvais tellement que c'était bien fait que c'est pas mon jeu d'enfance. J'ai joué au premier il y a longtemps, là, dans le temps que ça a sorti, puis effectivement, là, c'était un super bon jeu. Puis moi, j'ai beaucoup aimé Mario RPG, puis je cherchais un peu le même feeling dans le monde de Mario, puis tout ça. Puis quand ce jeu-là est sorti, j'avais l'impression que je risquais plus d'être déçu qu'autre chose. Peut-être juste à cause du style, du art style, tu sais. Mais au final, là, c'est pas mal du même niveau là, que Mario RPG. Là. C'est vraiment un très bon jeu. Ben, définitivement. J'ai essayé aussi Mario RPG. Je l'ai pas terminé, mais je trouvais que c'était... Mario RPG est une affaire qui fait vraiment bien. Je sais que la musique puis les personnages sont plus vivants, un peu. Tu sens qu'il y a comme vraiment beaucoup de vie dans l'univers. Paper Mario, ils sont capables aussi de faire ça, mais je pense que c'est pas au même niveau. Il y a quelque chose de différent. C'est pas que Paper Mario le fait pas, c'est qu'il le fait différemment. Puis je sais que Mario RPG a son charme par rapport à ça.
C'est 2 très bons jeux, en tout cas, qu'on Absolument. recommande à nos auditeurs si jamais vous n'avez pas joué. Si jamais vous avez marqué toutes les bonnes consoles, ça en est des bons, ça. Ah Ouais, oui, vraiment, là, vraiment. il y a des bons classiques sur les vieilles consoles, ça c'est sûr. C'est peut-être juste nous autres qui est nostalgiques aussi, là, mais je pense pas. Je pense Ouais, que c'est c'est vraiment ça. des bons jeux. Écoute, Maxime, ça serait tout. Je voulais t'offrir l'opportunité là, de soit plugger ton Twitch si t'en as un, ou peut-être la page Facebook de la communauté de Smash Québec ou quelque chose comme ça. Ben oui, ben absolument. Puis, tu sais, tantôt j'en ai parlé, n'importe qui peut venir jouer vraiment. Là, si vous êtes intéressé moindrement par Smash, même si vous jouez un peu casual, tout ça, aucune gêne. Venez sur le groupe Facebook, marquez Smash Ultimate Québec sur la barre de recherche Facebook. On est le premier groupe à sortir. Venez le rejoindre. Pour l'instant, il n'y a pas de tournoi à cause de la pandémie qui nous en empêche, mais très prochainement, j'espère qu'on va être capable de pouvoir continuer à en faire. Puis, du moment que les tournois recommencent, là, venez faire un tour. Essayez au moins une fois. Venez tenter votre chance. Puis, même si vous terminez 0-2, que vous ne gagnez pas de match, je vous le dis, il y a tellement moyen de vous améliorer là, par rapport à la communauté. Tout le monde est prêt à vous aider. Donc, venez faire un tour. Venez rejoindre le groupe. Puis, on va vous donner des nouvelles prochainement par rapport au tour. Maxime, Moi, en tout cas, je vais venir, Maxime. Yes! Maxime, sur Facebook, c'est souvent le point d'entrée là, pour les gens qui veulent se joindre à la communauté. Par contre, c'est beaucoup sur Discord que vous allez faire les communications puis les discussions entre les joueurs. Non, ben, le côté communautaire, c'est vrai qu'il se fait sur Discord. Les gens, ils se parlent beaucoup, mais toutes les publications, toutes les annonces, on les fait principalement par Facebook. OK. Puis, ils sont où vos tournois ou ils étaient où jusqu'à la pandémie? Nous, on les faisait à l'Université Laval. Parfait. Donc, l'invitation est lancée. Ah, On te remercie beaucoup, Maxime. C'était super de te recevoir à notre émission. Merci beaucoup d'avoir participé. Puis, c'est moi qui vous en remercie. content d'avoir pu discuter avec toi. Ouais, puis si jamais tu veux revenir, t'es le bienvenu. Là. De toute façon, comme tu le sais, on se parle assez souvent. Fait que si tu vois des trucs là, qui passent, n'hésite pas, ça va nous faire plaisir de te recevoir encore. Bon, ben, je vous souhaite un très bon fait de podcast, puis on se reparle. Merci, Max. Merci. Fait qu'on en profite aussi pour remercier les auditeurs. Notre 2e épisode est déjà fait. Jay, on fait bien ça, je pense. Ouais, ça clenche, hein, ça clenche. Dans pas long, on va être rendu à notre 52e. Ça va bien aller. Mais ouais, on va profiter de l'occasion pour remercier nos auditeurs. Donc, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à aller lâcher un like sur la vidéo YouTube, venir liker notre page Facebook qui est d'ailleurs active maintenant, notre Twitter. On est sur Discord, donc si vous êtes un gamer, vous avez Discord forcément, c'est comme la plateforme en ce moment. Vous pouvez venir rejoindre notre communauté, on va poster là-dessus ce qui est plus pertinent à nous. Puis si vous avez des suggestions, du feedback, on est tout le temps ouvert à ça aussi. Je vais plugger, j'ai pas dit tantôt, mais je vais plugger le Twitter Max dans la description de cette vidéo YouTube. Si jamais ça vous intéresse d'aller jaser, d'en savoir plus sur sa communauté, n'hésitez pas, Max est très ouvert à ça aussi. Oui, en passant, on est sur des plateformes de podcast en version audio. Là. On est sur iTunes, sur Google Podcast puis sur Spotify. Donc, vous avez une opportunité d'écouter nos douces voix pendant que vous prenez une marche ou que vous faites du sport ou que, je sais pas, pendant que vous êtes en train de conduire, quelque chose comme ça. Donc, iTunes, Google Podcast puis Spotify. Good. Ben, en tout cas, merci à toi, Guillaume, pour l'épisode. Je suis content qu'on soit rendu à la fin du 2e, puis j'ai déjà hâte au 3e. Écoute, ça avance bien, puis j'ai hâte d'avoir des invités tout aussi colorés que ceux qu'on a reçus jusqu'à présent. Oui, on a des invités vraiment intéressants qui s'en viennent avec des thèmes intéressants aussi, là. Suivez ça. Fait que laissez-nous des commentaires, abonnez-vous sur nos pages, abonnez-vous sur notre YouTube, puis laissez-nous savoir ce qui vous intéresse moins. N'importe quel commentaire est le bienvenu. Donc c'est tout. Jay, je vais partir la petite musique outro. Encore une fois, tu ne l'entendras pas. Hein, ça va devenir un meme, ça. C'est tout à fait quelque chose qu'on aurait pu éditer, mais non. Je vais juste faire jouer la musique, puis Parfait. dandine-toi un peu, là. All right, merci Guillaume. Merci, Jay.